Les débats aujourd'hui avec Bertrand Soublet, bonjour, général de gendarmerie, vice-président du mouvement de Rafik Smati, Objectif France, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine. Bonjour. Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, bonjour à vous. Bonjour. Et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte, bonjour Jacques Miard. Salut et fraternité. Salut et fraternité à vous également. Votre coup de gueule, c'est un thème qu'on avait décidé de faire, mais on le développera plus tard. Fait-il campagne Emmanuel Macron aux frais du contribuable? C'est également la une du Figaro ce matin. Pardon au harkis. Alors une annonce tardive, on l'a évoqué tout à l'heure avec Ruth Elkrief, une annonce électoraliste mais nécessaire. Et puis la crise des sous-marins. Comment se fait-il que nous n'ayons pas eu de signaux faibles sur ce qui était en train de se passer? 0826 300 300. Alors coup de gueule, coup de cœur, je mélange les deux. Judith, on commence avec vous. Alors moi, c'est un peu technique, mais c'est extrêmement important. Vous savez que la France se flatte d'être la pire adversaire des GAFAM, Google, Amazon, Facebook, etc., en agitant des projets de surtaxation, de taxation qui voient le jour plus ou moins et qui surtout ne sont absolument pas dissuasifs parce que il y a un truc qu'on oublie toujours, c'est que quand on augmente les impôts des entreprises, ce sont les consommateurs qui payent. Alors, à côté de ces initiatives assez vaines, il y a deux autres initiatives qui sont prises en ce moment, qui paraissent beaucoup plus intéressantes et beaucoup plus efficaces. D'une part par l'autorité de la concurrence américaine, d'autre part par l'Union européenne, qui consiste à casser ces monopoles qui permettent précisément aux GAFAM de faire ce qu'elles veulent en matière de fiscalité et de marché. Alors je voulais saluer ça. On en a un peu parlé au niveau européen par le biais de l'obligation que vont avoir les producteurs de téléphones de faire un chargeur universel. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a aussi d'autres obligations beaucoup plus importantes qui sont en ce moment en préparation dans le marché unique digital, dont on espère qu'il verra le jour à la fin de l'année. C'est la seule façon de reprendre du pouvoir face aux GAFAM, c'est de casser le monopole. Alors je voulais saluer ces initiatives. Oui, un avis, Jacques Miard, là-dessus? Oui, j'en ai un. Alors, une petite différence avec Judith, c'est qu'en réalité, cette taxation, elle est reportée au calende grec parce que les Américains... Oui, mais ça, c'est pas une différence, c'est une précision. Oui, on fait pression sur l'Union européenne pour dire pas tout de suite. Deuxièmement, contrairement à ce qu'a dit quand même Judith, c'est qu'on taxe notamment sur les hyper-bénéfices qu'ils font. C'est-à-dire, donc ils engrangent, et le problème aujourd'hui, c'est qu'ils sont sous-taxés. Donc le consommateur a toutes les chances d'y échapper, parce que, alors, ça veut dire, ce serait la double peine. Et enfin, oui, il faut qu'au regard de la concurrence, on puisse, je dirais, leur chercher querelle, tout simplement, parce que ils sont dans une position de quasi-monopole pour certains. Oui. Alors, coup de gueule... Juste, je peux me permettre... Georges, c'est vrai que c'est un sujet qui... Non, mais Judith a vraiment a raison. Sauf que nous sommes dans une situation où ça ne va pas se faire, malheureusement. Parce que nous sommes... c'est ce que vient de dire Jacques Miard. Mais je vais prendre juste l'exemple aux États-Unis. Aux États-Unis, quand les États-Unis n'étaient pas une grande puissance, à la fin du 19e siècle, ils ont fait une loi qui s'appelle la loi antitrust, qui va dans ce sens-là, qui a réussi à contraindre un des plus grands milliardaires de l'époque, Rockefeller. Et aujourd'hui, alors que c'est une superpuissance, ils ne peuvent pas contraindre, ils ne peuvent pas appliquer leurs lois. Et c'est beaucoup au sommet de l'État américain aimeraient appliquer ça pour casser ces monopoles colossaux. Ils n'y arrivent pas, car on s'est mis dans des dispositions internationales qui donnent une très très grande liberté aux multinationales. Oui, alors donc on ne contraint plus, on ne régule plus. Sauf que pour la première fois, ils sont en train de s'y attaquer et de voir ce que vous dites, c'est-à-dire les barrières qui empêchent la loi antitrust de s'appliquer. Donc alors il faudra revenir sur les traités de libre-échange. Je pêche peut-être par optimisme, mais je trouve que c'est plutôt une bonne nouvelle. Bertrand, je pense que tout ce qui va dans le sens de la lutte contre le monopole des GAFAM, ça va dans le bon sens. Parce que ce qui m'étonne, c'est que nous ayons
devrions déjà renoncer depuis longtemps. Il ne faut pas renoncer, il faut se battre, il n'y a pas de fatalité. Il faut commencer déjà à préparer l'après-GAFAM. Et la question, c'est que faisons-nous là-dessus ? En France, pas grand-chose. Pas grand-chose, force est de le constater. Je vais faire un coup de cœur pour Françoise Bernard. Vous savez qui est Françoise Bernard ? Personne ne sait qui est Françoise Bernard. Elle est morte hier, elle nous a quittés hier à l'âge de 100 ans. Ce sont les livres de cuisine qui sont rentrés dans les foyers français dans les années 60, best-seller, et elle a voulu montrer aux femmes qu'on pouvait être actives et faire la cuisine. Donc voilà, je voulais faire un coup de cœur. Et puis un petit coup de gueule contre Carlos Sotomayor, qui était la compagne de Jean-Paul Belmondo, et qui, très opportunément, sort un livre sur sa relation avec Jean-Paul Belmondo, une semaine après la mort de celui-ci. Je trouve ça particulièrement indigne et que des éditeurs se prêtent à cela aussi. Mais bon, aujourd'hui, tout se vend et il n'y a pas... Oui. Oui, je voudrais juste te dire, on est dans un pays, venir au monde ne rapporte rien, mais mourir rapporte beaucoup. Donc, c'est aussi un exemple. Alors, vous avez tout à fait raison à ce propos, parce que... Il y a votre téléphone qui sonne, Jacques. Oui, c'est ça le problème. Mais donc voilà, on profite de la mort, effectivement, pour gagner du fric, et c'est pas très joli. Georges, vous, c'est un coup de cœur ? Oui, moi, c'est un coup de cœur. C'est la remise en route de la ligne de fret ferroviaire Rungis-Perpignan. Et c'est une bonne chose que fait ce gouvernement, mais parce qu'il a fait une grosse bourde. Il l'avait supprimé en juillet, mais il l'avait supprimé parce qu'il met en place justement le pacte ferroviaire imposé par l'Union européenne, et qu'on a choisi le tout route plutôt que le tout ferroviaire. Il faut se rendre compte que rien que cette ligne-là, qui est importante parce que c'est les fruits et légumes d'Espagne, mais Perpignan, Rungis, c'est 20 000 camions. La longueur moyenne d'un camion, c'est 15 mètres. Ça fait... Si son touche-touche, c'est 300 km. En vrai, c'est 600. Une colonne de 600 km. Alors, les gens qui roulent se rendent compte combien ça occupe les routes. Donc, c'est la pollution. C'est pas écologique. C'est pas efficace. Et ça, c'est seulement une seule ligne. Voilà. Et c'est un coup de cœur parce que ça fait partie de mon programme. C'est de relancer les régions. En relançant le ferroviaire partout où il y a un rail, il faut qu'il y ait un train qui roule, qu'on rouvre les gares, ça va désenclaver, ça va, et en même temps ça sera écologique. C'est pas trop la tendance en ce moment. C'est pas la tendance, mais si on veut réduire les gaz à effet de serre tout en développant d'autres pays et pas en reculant, c'est très très bien. Et puis on a une énergie pour ça qui est produite en France, qu'on va essayer de ne pas s'aborder totalement. Le nucléaire. Voilà. Un ami me racontait par exemple que Arcachon-Bordeaux, il y a énormément de trains qui ont été supprimés, donc il est obligé de faire le trajet en voiture s'il veut pouvoir prendre un train Bordeaux-Paris. Et on a un modèle, qui est la Suisse. La Suisse, ils ont fait tout faire routage, et pourtant, ils ont un paysage compliqué, c'est des montagnes partout. Donc, voilà, c'est les 20 derniers kilomètres sont en camion. Oui, c'est un vrai problème de fond, parce qu'à un moment donné, pour les questions de transport, il faut se poser la question de la rentabilité. Est-ce que la rentabilité doit être au cœur de nos préoccupations ? Est-ce que la politique, c'est uniquement une affaire comptable ? Moi, je ne le crois pas. Je crois qu'il y a beaucoup de Français qui vivent dans les territoires, qui sont aujourd'hui coupés de pas mal de choses, et qui souffrent de cela, de ces choix politiques qui sont des choix comptables, alors qu'en réalité, ils ont besoin eux aussi de se transporter, d'avoir des bus, d'avoir des trains, et on ne peut pas à chaque fois supprimer tout en disant c'est pas rentable. C'est pas possible. Je crois que si on continue dans ce sens-là, on va aller dans le mur. On y est déjà un peu, mais on va continuer. Un mot, Jacques Miard ? Oui, ça fait exactement 25 ans que j'entends qu'effectivement, il faut faire, mettre les camions sur des trains pour avancer. Je me souviens de Guesso qui disait, ça y est, on va pouvoir traverser la France de Dunkerque pas à Tamanrasset, mais à Perpignan, sur des trains. Malheureusement, ça se heurte non seulement à des lobbies, mais aussi à la souplesse du système, parce que il faut bien reconnaître que le camion, il va d'un point qui charge à un point qui décharge, ce qui n'est pas le cas. Il y a des ruptures de charge avec le train. Mais je suis d'accord sur le fond, il y a certainement beaucoup de progrès à faire, et aussi avec un peu de contrainte pour forcer les choses. Et c'est absolument indispensable. Allez, on se retrouve dans quelques instants. On va parler donc du pardon d'Emmanuel Macron au harkis, la crise des sous-marins, et puis Emmanuel Macron qui distribue beaucoup d'argent. À tout de suite. On est
ensemble sur Sud Radio pour débattre, commenter l'actualité. Vous êtes évidemment invités à y participer, auditeurs de Sud Radio 0826 300 300. Avec aujourd'hui Bertrand Soublet, général de gendarmerie, vice-président d'Objectif France et le mouvement de Rafik Smati, Judith Weintraub, grand reporter au Figaro Magazine, Georges Kuzmanovic, président de République Souveraine, et Jacques Miard, maire LR de Maison Lafitte. On va parler de la crise des sous-marins, on va parler du pardon aux harkis et puis de cet argent distribué fort généreusement par le président de la République. Alors, votre coup de gueule, je ne vous ai pas oublié, Bertrand Soublet, qui concerne la création de places de prison. Oui, alors c'est pas contre la création des places de prison, bien entendu, mais c'est contre cette espèce de mouvement j'allais dire, aller-retour du gouvernement. Il avait annoncé la création de places de prison au début du mandat. Ensuite, il est revenu, le président de la République, en disant ben non, finalement, on n'en fera que 7500. Et puis maintenant, on est reparti à 18 000. Donc, 25 000. C'est complètement, tout ça est complètement incohérent. C'est complètement incohérent. Je trouve ça regrettable parce que, en fait, au début du mandat, il avait la capacité de construire des prisons et donc on a mis cet argent ailleurs. Et maintenant, à quelques encablures des nouvelles échéances électorales, on annonce des places de prison. Je trouve ça stupide, d'autant que je pense que dans notre pays, il va falloir que nous revenions sur la conception de la peine parce que je ne suis pas sûr que la prison soit l'alpha et l'oméga et qu'il y a un certain nombre de délinquants qu'il ne vaut mieux pas mettre en prison, mais qu'il vaut mieux punir d'une autre manière, notamment par des peines financières, des confiscations, des saisies et des ventes de biens acquis frauduleusement. Là, ça leur fait mal. Sinon, ça n'a strictement aucun intérêt de les mettre en prison, franchement. Les prisons sont pleines et il y a des gens qui n'ont rien à y faire. Et puis ensuite, mon deuxième coup de gueule, qui est un peu lié à ça, c'est la position de la défenseur des droits sur les locaux de garde à vue. Alors là, les bras m'en tombent. Parce que en réalité, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les locaux de garde à vue sont critiquables? Parce que l'État, depuis très longtemps, n'a rien fait pour l'immobilier de la police nationale et parallèlement aussi de la gendarmerie nationale, c'est-à-dire de toutes les forces de sécurité. Et on va faire peser sur les policiers qui n'en peuvent mais la responsabilité des conditions de garde à vue parce que l'État n'a pas rempli ses obligations. Franchement, je crois qu'il y a d'autres combats à mener et que la défenseur s'occupe des droits, s'occupe d'autres choses. Alors à ce moment-là, qu'elle donne des leçons aux services immobiliers de l'État qui n'ont pas fait leur job. Mais là, franchement, faire peser sur les policiers cette responsabilité, c'est absolument scandaleux. Oui, Jacques Miard. Oui, alors il y a plusieurs éléments. Oui, il y a beaucoup de choses. Effectivement, il y a les places de prison qui n'ont jamais été construites et jamais oui, mais lancées. attendez, il ne faut jamais oublier qu'il y a quand même 15 000 personnes étrangères dans nos prisons. Moi, je suis désolé, je les remettrai à leur état d'origine. Alors, bien évidemment, ce n'est pas toujours évident, mais on peut quand même obtenir des garanties et ça libère ça. Premier point. Deuxième point, sauf que vous voyez bien, pardon, que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on s'en donne la volonté. Absolument. Les Espagnols le font et ça veut dire tout simplement qu'il y a un moment où on prend des mesures fermes à l'égard de ces États. Il ne faut pas nous raconter des histoires. Il ne faut pas nous dire que ça ne fonctionne pas. Ça fonctionne quand on a la volonté de le mettre en œuvre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, qu'il y ait des gens qui ne doivent pas aller en prison et puissent être, je dirais, notamment un certain nombre de jeunes délinquants et recadrés. Je l'ai souvent cité à cette antenne, c'est Braque de la Perrière qui avait mis en place des équipes quasi disciplinaires et il en avait fait des citoyens à part entière. Donc c'est vrai, sur ce point précis, on peut avoir d'autres méthodes. Quant à la sanction financière, elle s'applique, mais je peux vous dire que c'est pas toujours évident. Vous prenez les trafiquants de drogue, eh bien, vous aurez des difficultés à saisir leurs biens parce qu'il n'est pas en France, etc. Donc, ce n'est pas si évident que ça. Mais ce qui est clair, c'est que la réponse tout prison n'est pas la solution, ça je vous l'accorde, mais qu'on peut avoir des moyens de sanctions bien adaptés qui peuvent fonctionner à la condition de prendre des mesures, parfois de rétorsion, à certains États qui se foutent de la gueule du monde. Oui. Alors je rebondis sur ce que vient de dire Jacques Miard. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui parce que nous avons dans les forces de sécurité des personnels, des enquêteurs qui sont absolument capables depuis de nombreuses années de remonter l'origine des fonds, y compris à l'étranger, et donc ça ne pose plus aucune difficulté. C'est vrai que ça en posait il y a 15 ans, mais aujourd'hui ça ne pose aucune difficulté. Et là c'est un professionnel qui le dit. Oui, vous le savez. Oui, non, sur la prison qui n'est pas la solution à tout, dit comme ça, on ne peut qu'être d'accord.
Il se trouve que, en ce qui concerne la délinquance des mineurs, l'exemple de pays étrangers et de nos voisins européens en particulier nous montre qu'une peine courte exécutée est beaucoup plus efficace qu'une non-peine. Une condamnation non exécutée. C'est ce que expliquait Xavier Bertrand dimanche. C'est ce qui se fait au Danemark, je crois. Oui, tout à fait, à juste titre. Et donc, qu'il faille des établissements spécifiques pour ces jeunes mineurs, pour qu'ils ne soient pas mélangés avec des délinquants confirmés, c'est une évidence. Construire des centres de rétention, ça c'est extrêmement important pour prendre en main ces jeunes, les extirper du quartier, qu'ils pourrissent littéralement, c'est évident aussi. Mais le choix qu'a fait Emmanuel Macron, mais qui prolongeait le choix de ses prédécesseurs, de supprimer de plus en plus les peines courtes, est un contresens, à mon avis, et contre-productif. Enfin, sauf qu'on manque de places de prison. Oui, il faut construire. Et de places de prison et de centres de rétention différenciés. Oui, absolument. Il faut des prisons vraiment pour par exemple, les mineurs, terroristes ou les gens vraiment très particuliers. Il y a une faille aussi, c'est le renseignement carcéral, en particulier antiterroriste. Effectivement, ça a été dit. Il faut des centres de rétention pour certains délinquants, même mineurs, ultra récidivistes, qui sont le centres principal éducatifs problème. fermés, en fait. Voilà, mais il y en a très très peu de centres éducatifs fermés. Ouais. Et aussi avoir des obligations sur les travaux d'intérêt généraux, parce que les travaux d'intérêt généraux, c'est selon l'acceptation de la personne qui est condamnée. Parfois, et qui sont, alors que ça après. pourrait être fait de manière éducative, un peu comme ça a été dit par les autres intervenants, un peu plus sérieuse, avec la discipline. Et je pense qu'on pourrait récupérer beaucoup de jeunes qui, n'étant pas encore tombés dans la surcriminalité, on sent le vent du boulet passé. Les travaux d'intérêt généraux, les travaux d'intérêt généraux, comme le dit Georges, ça ne marche que si l'individu l'accepte. Oui, c'est ça. Oui, c'est ce que je viens de dire. Mais il faut le rendre obligatoire. Donc il faut le rendre obligatoire. Mais, cela étant, on connaît les limites de ce système. Bertrand Soubelet, vous avez l'air dubitatif. Non, je ne suis pas dubitatif parce que je pense que c'est une alternative aux peines qui est parfaitement valable, à condition qu'en effet, celui qui en fait l'objet il soit d'accord et qu'ensuite il y ait un encadrement de qualité parce que c'est ça qui pêche. Et aujourd'hui, on a une grosse difficulté de mise en œuvre à cause de ça. Absolument. Jacques Miard, ça va être votre tour, votre coup de gueule, mais je voudrais vous faire, alors c'était pas prévu, mais j'ai entendu cette déclaration hier de Christiane Taubira. Elle était invitée sur France 5 et elle estime, elle, que le coronavirus n'est pas une pandémie. Écoutez. Vous savez, il y a des scientifiques qui ont expliqué que c'était plus un problème lié à, en tout cas que la pandémie n'est pas au sens strict, c'était dans un Lancet. C'est un travail qui a été décortiqué par Barbara Stiegler par exemple, et elle explique comment ces analyses scientifiques expliquaient que ça n'est pas une pandémie au sens strict, parce qu'en fait c'est une maladie qui fragilise les personnes déjà vulnérables dans nos sociétés. C'est-à-dire que c'est une maladie qui montre comme un effet de loupe les inégalités, les vulnérabilités, les fragilités qui ne sont pas prises en considération, qui ne sont pas prises en compte. Et ça, on doit le prendre en considération, sinon on va en sortir avec une société encore plus fragmentée, plus fracturée, parce que les Voilà, donc les plus vulnérables. J'ai du mal à comprendre. Alors, c'est vrai que la mortalité est beaucoup plus grande chez les personnes âgées, chez les personnes qui ont mais là, elle en fait une question de riches-pauvres, c'est ça que je ne comprends pas. Le passage de la vulnérabilité objective, c'est-à-dire l'âge, l'état de santé, les comorbidités, l'obésité, etc., et le niveau social. Voilà, donc on tend le micro à cette femme, et on l'écoute comme le Messie, et je trouve qu'elle dit des conneries, pardon de le dire comme ça, mais je trouve ça ahurissant. Et là, on ramène à une question sociale, une question sanitaire qui n'a aucun sens. D'entendre ça. Ben oui, c'est pour ça que je vous ai fait réagir. Il n'y a qu'à regarder dans les personnes qui malheureusement nous ont quittés. Vous avez l'ancien président de Védjan, vous avez Coasgan qui était député. C'était pas des pauvres. Non, mais c'est n'importe quoi. Mais c'est n'importe quoi. Ça m'a énervé, pardon, Georges. Oui, c'est encore un politique, une politique en l'occurrence qui se
découvre des compétences en virologie, donc c'est bien un virus, donc c'est bien une pandémie. Et elle a essayé de mélanger et de parler mal d'un sujet qui est la question, le rapport social à la maladie qui existe. Et bien sûr. À chaque fois que vous avez des pandémies, Bien c'est sûr. bien normal. Les gens qui vivent dans des espaces plus Évidemment. grands, plus aérés, qui n'ont pas besoin d'aller au travail, meurent moins que ceux qui sont dans des espaces confinés, qui sont entassés dans des usines. Bon, c'est évident, et donc, ou qui souffriraient d'autres maladies. Ça, c'est une réalité permanente. Ce qui est intéressant à constater sur cette pandémie de la Covid, c'est la vaccination. On a un phénomène où ce sont plutôt les riches qui sont vaccinés, aussi bien dans les pays riches que par rapport aux pays pauvres. Et dans nos sociétés, ce sont plutôt les gens aisés qui sont d'abord vaccinés avant les gens des quartiers, mais pour d'autres raisons. Voilà, donc ça va un peu à l'encontre de ce que dit Madame Taubira. Et il y a quand même un élément qui est inacceptable et qui montre que M. Emmanuel Macron envisage la privatisation du système de santé, c'est que alors que les cliniciens privés demandaient à être réquisitionnés pour aider nos concitoyens, c'est le président de la République qui a refusé que les cliniques privées soient réquisitionnées avec leur respirateur. Ça veut dire qu'il voulait laisser une marge de manœuvre en cas de problème pour que des gens aisés puissent se faire soigner. Pas sûr. Oh là Si, là si. là là. Vous allez Ah mais très c'est la loin. réalité. Non, Pourquoi l'a-t-il refusé alors? Mais non, parce que les cliniques soignent gratuitement également. Pourquoi il refuse? Alors d'abord, ce n'est pas Emmanuel Macron. Il se trouve que j'ai bossé sur le sujet. C'est pas Emmanuel Macron qui a refusé. C'est la réticence traditionnelle et atavique du service public de la santé à collaborer avec le système hospitalier privé. Je parle au moment où c'était saturé à mort. Moi aussi, je parle du même moment et notamment. Moi, j'ai de la famille qui est au CNRS. Les gens proposaient de faire des tests PCR, de stocker des vaccins. Ils avaient les moyens, ça leur a été refusé par le sommet de l'État, pas par. Alors, attendez, laissez terminer Judith. Non, c'est la PHP en particulier et toutes les ARS ont bloqué, mais ça, c'est par réflexe anti-secteur privé. Il n'y a pas eu d'ordre bloquer le transfert des malades dans les cliniques privées pour laisser de la place aux riches si jamais ils étaient malades. Ça, excusez-moi, c'est de l'esprit de complot. C'est juste qu'ils ne voulaient pas. C'est ce qui se passe aux États-Unis. Ils ne voulaient pas coopérer et ça vient des agences régionales de santé, que ce soit avec les cliniques privées pour les lits, pour les réanimations, ou même pour les tests. Rappelez-vous, alors là, pour le coup, c'est Emmanuel Macron qui a dû taper du poing sur la table et Olivier Véran à sa suite pour que les vétérinaires, par exemple, aient le droit de pratiquer des tests. Si je peux me permettre juste, ce n'est pas un esprit de complot, c'est le modèle aux États-Unis. Aux États-Unis, vous avez des gens qui ont D'où tenez-vous que Emmanuel Macron lui-même a dit non, on ne fait pas appel au privé, alors que toutes ces déclarations publiques vont dans le sens inverse. La déclaration publique, mais ce qui est fait de facto, quand un président se trouve dans une situation de guerre, lui-même se prend pour Clémenceau et dit on est dans une situation de guerre et qu'il y a une option pour faire qu'il y ait des gens qui soient sauvés dans des cliniques privées, eh bien si par hasard quelques personnes dans les ARS résistent ou la PHP, il tape du poing sur la table, c'est le chef de guerre. Je comprends pas. Il veut quoi? Il veut qu'il y ait une caste de gens qui puissent être soignés. Je pense qu'il y a une logique de privatisation de notre système de santé, pas à pas, lentement. Alors, mais peut-être pas en période de crise. Alors, non, mais moi je partage le sentiment de Judith. En fait, moi j'ai été au cœur du système, au cœur du fonctionnement de l'État. Je peux vous dire qu'il y a parfois des niveaux intermédiaires qui sont dogmatiques. C'est le cas de la PHP. Et ils arrivent à prouver à ceux qui sont au-dessus d'eux et aux gouvernants et aux hommes politiques que finalement, il faut les suivre parce que ils ont la bonne solution et que le privé ne sert à rien. Et ils convainquent le politique. Pas faire. Moi, je me rappelle le discours. Et c'est comme ça que ça marche en réalité. Et puis le politique, se laisse avoir. Et il est rare que ça tape du poing sur la table parce que ils sont tellement englués par des raisonnements dogmatiques et évidemment parce qu'ils savent monter leurs arguments, ils savent prouver tout ça. Ils vont prouver au chef que finalement c'est ça qu'il faut faire. Et le chef, il se laisse convaincre. Et on arrive au résultat que vous décrivez. Oui, moi j'ai quand même le sentiment que vous êtes en train de caricaturer un peu la situation. Qu'il y ait des réticences, c'est vrai. Moi, j'ai quand même un exemple d'une polyclinique sur la ville qui a des lits Covid, etc. Malheureusement, aussi des lits Covid de fin de vie. Mais ce qui a été mis en exemple, et vous avez raison sur cette réticence de la RH, c'est effectivement
que lorsqu'on a organisé à grand renfort de publicité le transfert d'un certain nombre de malades par le TGV, c'était grotesque parce qu'on savait que sur place, ils auraient pu trouver des cliniques pour les soigner. Donc il faut savoir faire la part des choses. Il y a effectivement dans le système public des gens qui veulent chasse gardée. Mais il y a aussi dans le domaine privé des gens qui n'ont pas ménagé leurs efforts pour soigner les gens. J'ajoute une chose, c'est qu'il n'y a pas de corrélation. La seule inégalité qui existe fondamentalement, c'est celle des individus face à la santé. Et ce n'est pas une question de richesse ou de non-richesse, c'est que vous avez des individus qui peuvent être, je dirais, de simples ouvriers, de simples tout ce que vous voulez, et qui résistent mieux que quelqu'un qui va être un ingénieur et qui a effectivement une défense immunologique qui n'est pas à la hauteur. Mais c'est le fonds de commerce de Christiane Taubira c'est franchement imbécile. C'est assez imbécile, vous avez dit le mot. Allez, on se retrouve dans un instant et vous aurez votre coup de gueule qui va nous donner l'occasion de débattre à propos de l'argent magique d'Emmanuel Macron. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, avec Bertrand Soubelet, Judith Weintraub, Georges Kuzmanovic, qui est candidat à la présidence de la République, il faut le préciser, et Jacques Miard. Donc Jacques, vous aviez un coup de gueule qui fait partie des sujets que je voulais traiter aujourd'hui. Je vous laisse la parole. Alors, c'est très simple. On assiste véritablement à un déferlement de monopolisation de l'appareil d'État pour la campagne de quelqu'un dont on sait qu'il va se présenter pour demander le renouvellement de son mandat, c'est-à-dire Emmanuel Macron. On n'a jamais vu ça. Et par-dessus le marché, il dépense pas mal d'argent, ou en promesses, n'est-ce pas? Les promesses ne valent que pour ceux qui les reçoivent, mais il est clair qu'il accélère le tempo des promesses en tout genre et des dépenses où on va raser gratis. Et puis, il y a un oxymore dans tout ça. Et on rejoint notamment ce qui se passe avec les harkis. Parce que je sache, j'ai souvenance que le candidat Macron et même le président avaient dit que, bien évidemment, la France était coupable d'un crime contre l'humanité en Algérie. Alors, les harkis étaient avec nous et maintenant, ils les valorisent. Où est la logique? Donc, on voit très bien que Macron, c'est plus que dans le même temps, c'est l'oxymore permanent, et que les Français ne doivent pas être dupes, ou bien alors vraiment, je n'y comprends plus rien. Parce qu'avec autant d'emphase, de pathos, de promesses tout azimut, on va ensuite chercher les votes des Français, ils devraient se méfier parce qu'ils devraient se souvenir d'une phrase d'un noble à Louis XVI, « Sire, ce peuple est terrible et la sanction risque de tomber vertement ». Oui, Judith. Pour revenir sur le sujet initial, je trouve que les harkis, c'est un autre sujet. Sur le sujet initial, Emmanuel Macron fait-il campagne avec les moyens de l'État? Oui, évidemment, Jacques Miard a raison. Mais ils l'ont tous fait, non? Non seulement. À ce niveau-là, c'est rare. 4 à 5 fois, les dépenses publiques ont été multipliées par 4 ou 5 ces derniers temps. Mais ce qui est... Alors, moi, je trouve qu'il fallait payer pour que les entreprises obligées de fermer, pour que les salariés qui ne pouvaient plus travailler puissent vivre. Ça, c'est évident pour éviter le trou. Est-ce qu'on a bien payé, notamment par rapport à l'Allemagne, qui a plus favorisé les entreprises que les individus, contrairement à nous? C'est une question qui mériterait d'être débattue. Mais enfin, passons. Le quoi qu'il en coûte était en partie justifié. Mais ce qui n'est pas justifié, c'est de n'avoir fait aucune des réformes structurelles que promettait le candidat Macron, et cette absence fait que ce déversement d'argent va aggraver encore ce qui est la faiblesse consubstantielle à la France, c'est-à-dire le poids de la dépense publique sur l'économie. Et j'ajoute un autre aspect, parce que moi aussi je voulais en faire un coup de gueule, mais je partais plus du petit bout de la lorgnette, c'était un spot publicitaire que j'ai découvert ces derniers jours
pour la justice de proximité. C'est la première fois, me semble-t-il, qu'une réforme qui est pas encore mise en œuvre en plus, fait comme et aussi technique, fait l'objet d'une campagne publicitaire du gouvernement à un délai aussi rapproché de la présidentielle. Je trouve ça inouï. Ça nous ramène d'ailleurs au problème du décompte du temps de parole du président de la République. Emmanuel Macron est décompté en tant que chef de l'exécutif. Il n'est pas décompté en tant que candidat. Il n'est pas déclaré, me direz-vous. Éric Zemmour non plus. Non plus. Non plus. On rappelle, à Marseille, au début du mois, le président de la République a promis 1,5 milliard d'euros pour la ville et la rénovation de plusieurs centaines d'écoles, 500 millions d'euros pour la sécurité en 2022, la promesse de doubler les policiers sur le terrain, 600 millions d'euros pour indemniser les agriculteurs, le chèque énergie de 100 euros pour 6 millions de foyers et 2 milliards d'euros pour renforcer le dispositif Ma Prime Rénov'. Bertrand Soublet. Écoutez, moi je fais le même constat que vous tous, c'est du clientélisme, ni plus ni moins. On approche des élections, donc ça va déverser au fur et à mesure. Mais c'est pas sans conséquence, quoi. Moi je trouve ça indécent. Vraiment indécent. Et typiquement, je pense que c'est cela dont les Français ont assez. Je crois qu'ils ne veulent plus de cette politique-là. Mais est-ce que ça peut marcher? Est-ce que les Français seront dupes de ça? Est-ce que parce que vous aurez un chèque énergie ou que l'école à Marseille sera rénovée, vous allez voter? Je pense que les Français vont en profiter, évidemment. Ils auraient tort de ne pas en profiter. Mais en réalité, ils ne sont pas dupes. Ils sont pas dupes. Donc je ne suis pas persuadé que ça soit une stratégie payante. Moi je ne le pense pas. Les Français aujourd'hui ont besoin de transparence et de sincérité. Et quand je vois l'évolution de notre monde politique et cette période qui s'ouvre des présidentielles, je pense qu'on va avoir la pire version de la démocratie, c'est-à-dire que tout le monde va se répandre en promesses qu'ils ne savent bien entendu qu'ils pourront pas tenir. C'est évident. Et ça, les Français commencent à être extrêmement sensibles à ça parce qu'ils se disent on nous prend pour des imbéciles et ça continue. Or, je crois que la conscience politique des Français fait qu'il va y avoir d'ici 2022 un tremblement de terre que personne n'imagine, mais je vous prédis qu'il va y avoir avant les échéances des changements majeurs et des surprises. On en reparlera. Vous allez nous en dire un petit peu plus et Georges Kuzmanovic aussi réagir sur ce sujet. Et vous aussi, si vous avez le sentiment qu'Emmanuel Macron fait campagne avec l'argent des contribuables. À tout de suite. Le débat aujourd'hui concerne Emmanuel Macron. Fait-il campagne aux frais du contribuable? Alors, Georges Kuzmanovic. Alors, je suis d'accord avec le général Soublet sur le fait que les Français ne sont pas complètement idiots. D'autant plus qu'Emmanuel Macron a fait la manœuvre, si vous vous en souvenez, avant les régionales avec les chèques culture pour les jeunes. Là, c'était 400 euros, si je me souviens bien. Bon, ça les a pas jetés sur les urnes, si on se souvient, et encore moins pour soutenir ses candidats. Maintenant, quand on parle de dépenses publiques, regardez les États-Unis, c'est pas spécifiquement un pays socialiste. C'est pas non plus un pays qui n'a pas de dette publique délirante, et bien supérieure à la nôtre. Et pourtant, que ce soit Trump ou Joe Biden, ils en sont à 7500, 7600, entre 7000 et 8000 milliards de dollars, c'est très 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 loin devant, même ramené à la taille de notre pays, à la France, et ne parlons pas de l'Union européenne qui, elle, est plafonnée à 750 milliards, c'est-à-dire 10% de la relance américaine. Donc eux, en situation de crise, ils savent réinjecter. Oui, mais là on parle de quoi qu'il en coûte, ce qui est différent. Mais il y a aussi un peu un quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire qu'ils ne distribuent pas l'argent juste aux gens, c'est des baisses d'impôts pour les entreprises, c'est aider ceux qui étaient au chômage, c'est même donner certains reçoivent $10 000, des chèques de $10 000 de citoyens. Donc c'est un peu un quoi qu'il en coûte à l'américaine, et eux ils savent faire. Quand il faut faire un débarquement, ils envoient la flotte qu'il faut. Quand il faut relancer l'économie, ils envoient ce qu'il faut. Sauf que là, bien évidemment, Emmanuel Macron, c'est purement clientéliste, et je ne crois pas que les Français soient stupides de croire que l'argent va jamais arriver s'il est élu. Là, c'est des promesses, et il ne distribuera pas l'argent, ou si peu. Il a que 8 mois. 1,5 milliard par exemple pour la police. C'est pas en 8 mois que ça va être provisionné. Donc c'est une farce. Et accessoirement, dans cette ambiance, l'argent ne coûte rien en fait. C'est ça qu'on est en train d'essayer de dire aux gens. Quid des nouvelles règles de l'assurance chômage qui doivent entrer en vigueur au 1er octobre. Moi, je serais curieuse de savoir quelle réaction. Je rappelle que tous les syndicats sont contre, tous. En tout cas, seront pour un report. Qu'est-ce que ça va changer? Peut-être expliquer à nos auditeurs. Ce que ça va changer, c'est qu'en fait, l'indemnisation va être moindre et sur une période plus courte, pour expliquer très rapidement.
Alors, dans l'ambiance... Salauds de chômeurs. Pardon? Hein, c'est les salauds de chômeurs, c'est ça? Ouais, salaud de chômeurs. Mais dans l'ambiance actuelle, avec un chômage de 8%, dont je suis très étonnée de voir les responsables français se réjouir, parce que on est retombé à notre niveau, c'est-à-dire un niveau qui fait de nous les plus mauvais élèves européens. Donc il n'y a vraiment pas de quoi être content. On retombe sur nos problèmes structurels et endémiques. Et c'est youpi, on n'a que 8% de chômage, formidable. Et essayer de dire aux chômeurs, vous allez vous serrer la ceinture, alors que partout ailleurs, c'est on rase gratis. Je promets un mois d'octobre agité du point de vue social. Et en plus, bien, je voudrais, Valérie, allez-y. Je voudrais rebondir sur ce que vient de dire Georges. La dépense publique, effectivement, n'est pas toujours mauvaise. On est bien d'accord. Et notamment lorsque l'État investit. Alors on sait très bien qu'aujourd'hui, les investissements publics et celles des collectivités locales, parce qu'on leur coupe les ailes, sont en train de baisser. Donc ça, c'est préjudiciable à l'avenir. Mais la différence entre les États-Unis et les États-Unis, c'est la planche à billets. C'est ce qui est en train de se passer. Or, on a un problème aujourd'hui avec la BCE et la position allemande qui dit que, bien évidemment, la planche à billets doit cesser. Quand on ne sait pas, parce que ça va grincer. Donc c'est ça le problème. Ce sont les aides directes que les États peuvent avoir de la part du système des banques centrales. Non mais on est d'accord, Jacques, les États-Unis sont indépendants. Avant Maastricht, il y avait ce qu'on appelle les aides du Trésor public à l'investissement, et ça a sauté. Je pense que le système doit être revu. Oui. Quelles conséquences sur cet endettement, ces promesses? Les États-Unis, pour l'instant, n'ayez aucune crainte, ça restera à la Banque centrale, la vie verra. Donc, ce n'est pas le problème du remboursement en soi, parce que la Banque centrale, personne aujourd'hui n'est capable de rembourser cette dette. Donc, ça restera dans les comptes de la BCE. Je suis entièrement d'accord avec Jacques Miard. Ça peut rester, la vie verra. N'oubliez jamais, aux États-Unis, au sortir de la guerre, la dette américaine représentait 135% du PIB américain. Qu'est-ce qu'ont fait les Américains? Benny Neglect, ça a été l'inflation et ils se sont rétablis. Mais aujourd'hui, ça reste à la Banque centrale et ça le restera longtemps. Oui, voilà, donc les États-Unis, c'est un État souverain, ce que n'est plus la France. Jacques Miard l'a très justement rappelé. Et pour aller dans le sens de ce que vient de dire Jacques sur l'après-deuxième guerre mondiale et l'inflation, c'était le cas en France avec De Gaulle. Une partie de la dette a été supprimée grâce à l'inflation. Et je souhaiterais rappeler à nos auditeurs que les grands noms de l'histoire de France, Philippe le Bel, Sully, Henri IV, Richelieu, Mazarin, Poincaré, De Gaulle, même Robespierre. Ils ont tripatouillé la monnaie. Et ils ont tous, pour faire avancer la France, fait défaut sur toute ou partie de la dette. Sully, moi c'est mon préféré, il a fait un audit de la dette et il a payé 10%. Vous voyez, on peut régler... Non mais, oui, mais à un moment donné, ça se passe également comme ça, ou alors De Gaulle il fait courir l'inflation, ce que nous empêche de faire évidemment le système européen et en particulier la BCE, et c'est bien dommage. Et ce qui va se passer, c'est si Macron est élu... L'inflation, c'est un impôt sur les pauvres. Non, les pauvres peuvent acheter des logements, ce qu'ils ne peuvent pas faire actuellement, grâce à l'inflation. Mais donc, si Macron est élu, il utilisera l'argument de la dette pour casser les services publics. On n'aura pas du tout d'investissement et les 3/4 de l'argent qu'il a promis n'arriveront jamais aux gens à qui il les a promis. Allez, on va... Judith, l'inflation est une valeur d'ajustement. Pas d'inflation, c'est mauvais. Trop d'inflation, c'est mauvais. Oui, ça, 5%, c'est bien. Voilà. Donc, c'est une valeur d'ajustement. Et on ne peut pas gouverner l'économie avec une rigidité doctrinale. Donc, il y a des choses qui sont bonnes. Non, mais j'ai pas de rigidité doctrinale. Alors, je veux bien que l'inflation permette d'acheter des logements, mais quand il rend le paquet... C'est comme ça qu'on a acheté les nôtres. Il rend le paquet de pâtes 5 fois plus cher. C'est quand même les plus pauvres qui en pâtissent. Non, mais je parle pas de l'inflation de l'Argentine. Je parle de l'inflation de Gaulle. 5%, c'était bien. On va marquer une pause et je voudrais qu'on parle de la crise des sous-marins. Je pense qu'on a 2 experts au moins sur le plateau. Voire 4, mais je pense que le général et Jacques Miard ont des choses à nous dire sur ce qui s'est passé, sur cette annulation par l'Australie de cette commande de sous-marins français au profit des États-Unis. À tout de suite.
débat et on revient sur l'annulation donc par l'Australie de ce contrat dit contrat du siècle de sous-marins français au profit des États-Unis sur fond de crise diplomatique évidemment puisque la France dénonce une trahison entre alliés. Un conseil de défense se tient en ce moment même à l'Élysée pour préparer l'appel prévu entre le président américain et le chef de l'État. Une question très, très basique. Comment c'est possible? C'est-à-dire ce contrat qui date d'il y a 2016, c'est ça 2016. Bertrand Soubelet, je rappelle que vous avez été, vous êtes toujours général. Comment c'est possible et qui est responsable? C'est un peu la question qu'on a envie de poser. Comment la France peut se faire surprendre à ce point-là? Mais c'est toujours pareil, c'est une responsabilité collective. Ce contrat a été signé en 2016 en Australie. Je me rappelle de cette époque-là, puisque j'avais une amie qui était directrice de la stratégie de Naval Group et c'était une très grande fierté. Mais le problème, c'est que il faut, quand on signe un contrat, le suivre de très près et regarder l'évolution de ce que demande le client. Et je crains que nous n'ayons pas été suffisamment attentifs à ce que l'Australie souhaitait, à ce que les Américains ont fait dans notre dos. Et nous sommes parfois d'une très grande naïveté dans notre pays, parce qu'en réalité, nous disons souvent que les Américains sont nos alliés. En fait, non, nous n'avons pas d'alliés, nous n'avons pas d'amis. Il n'y a que des intérêts. Et la seule chose que nous devons faire dans notre pays, et c'est la responsabilité à la fois de Naval Group, mais aussi du gouvernement français, c'est de défendre les intérêts de notre pays. C'est juste ça. Et on ne doit pas, il ne doit pas y avoir d'impasse. Il faut absolument que on laisse pas les choses se faire. Il faut être attentif, surveiller, parce que, encore une fois, nous n'avons pas d'amis. Et les termes du contrat initial de 2016 ne sont pas les termes du contrat qui a été dénoncé aujourd'hui, parce qu'on est passé d'une propulsion au gasoil à une propulsion nucléaire. En fait, tout ça n'a pas de sens. En réalité, alors que la France était capable de fournir la France aussi était capable de faire exactement ce que souhaitaient les Australiens. C'est ce que d'ailleurs nous avons fait, mais il y a eu une intervention américaine derrière et nous n'avons pas été suffisamment attentifs. Pourtant, nous avons une certaine expérience, notamment entre Airbus et Boeing, sur l'interventionnisme américain, sur notre stratégie de défense et industrielle. Donc, je ne comprends pas comment nous avons pu nous faire surprendre comme ça. C'est à la fois, j'allais dire, une certaine lâcheté, mais aussi incompétence. Un amateurisme. Je pense que c'est surtout de l'amateurisme. Et c'est ça qui me navre, parce que un pays comme le nôtre qui aspire à être une puissance, pas une grande puissance, mais une puissance moyenne, si on se fait traiter comme ça par l'Australie et par les États-Unis d'Amérique, je pense qu'on peut se faire du souci. Oui, 56 milliards d'euros, 12 sous-marins en question, et vous le disiez hors antenne, c'est la perte d'un savoir-faire aussi pour la France. Georges Kuzmanovic. Alors je suis largement d'accord. Effectivement, un pays, c'est De Gaulle qui le disait, nous avons un pays n'a pas d'amis, il a des intérêts, et nous avons une classe politique qui est totalement inféodée aux États-Unis. Je vous disais, c'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Si c'était la première fois, on pourrait faire les surpris. Quand Monsieur Emmanuel Macron était ministre sous François Hollande devait vendre un navire de guerre Mistral aux Russes. Ça ne s'est pas vendu parce qu'il y a les droits de l'homme. Bon, finalement, c'était vendu à l'amiral Sisi, payé par l'Arabie Saoudite. Bon, passons pour les droits de l'homme. Plus ou moins payé d'ailleurs par l'Arabie Saoudite. Et les Américains nous avaient dit non, vous en faites pas, tout va très bien. Les Polonais, ils veulent acheter des hélicoptères de combat. Vous allez leur fourguer 50 Caracal, 2 milliards de contrats. Ah super, bravo. 2 semaines après, qu'est-ce qu'achètent les Polonais? 50 hélicoptères Black Hawk. Bon, et des exemples comme ça, il y en a, mais on peut passer des heures à les faire, juste à les citer. Donc là, on a des gens qui ne prennent pas au sérieux cette situation, et qu'effectivement, les États-Unis, on a une relation historique, sont nos amis, mais dans le domaine de l'industrie de défense, ne sont pas nos alliés. À chaque fois que nous sommes au bord de vente des Rafales, ils arrivent avec leur fer à repasser, c'est le F-35, et ils l'imposent, là encore, il y a 2 jours, c'est la Suisse. Donc c'est quelque chose qui est répété. À ce moment-là, effectivement, un président et un gouvernement qui veut défendre les intérêts de son pays, à un moment, dit stop. Et il dit, par exemple, écoutez, l'Australie, écoutez, on va faire comme Trump.
on va vous mettre un coup de barrière douanière sur la laine pendant 2-3 ans, puis comme ça, on marque un peu le terrain. Et aux États-Unis, on leur dit, mais écoutez, si c'est ça, nous, on sort du commandement intégré de l'OTAN. Oui. Parce que Judith, et puis après, Judith, et puis après Très Jacques Miard. rapidement, oui. Amateurisme, je suis parfaitement d'accord. Sur 2 plans, politique et industriel. On tombe des nues, paraît-il, pas du tout. Lisez la presse spécialisée, vous allez voir que depuis des mois, sinon des années... Même avant même la signature, c'était compliqué. On vous explique qu'il y a des problèmes, que Naval Group n'est pas à la hauteur des attentes des Australiens, que les délais sont infiniment rallongés, que les coûts explosent. Donc ça, on le savait depuis des années. On n'a rien fait. Naïveté industrielle, incompétence de l'État qui est aux commandes dans cette affaire, et d'Emmanuel Macron. Et puis naïveté politique. Trump, c'était l'horreur. Grâce à Biden, on allait franchir le mur qui sépare les ténèbres de la lumière, pour reprendre une célèbre expression de Jacques Lang au moment de l'élection de François Mitterrand. Son petit tweet, merci Biden et Kamala, on va travailler ensemble. De François Mitterrand. Et oh, douloureuse surprise, Biden, comme Trump, privilégie les intérêts des États-Unis. Bah ça alors. Et il a raison d'ailleurs, en tant que président des États-Unis. Un tweet d'un auditeur fidèle, Gourdance, qui nous dit, rappelons une évidence, un allié est un ennemi qu'il n'est pas nécessaire de combattre sur le moment. C'est très très juste. Jacques Miard, votre avis écoutez, éclairé. il y a plusieurs aspects dans cette affaire. Qu'il y ait eu un certain nombre de naïvetés peut-être, mais en réalité le fondamental, c'est la phrase de Virgile qui date de 2000 ans, jamais de confiance dans l'alliance avec un puissant. C'est aussi simple que ça. Les États-Unis nous ont fait que des coups tordus depuis des années et des années. Et les salonnards parisiens, n'est-ce pas, sont conquis, connaissent tous les États-Unis, mon œil. Et donc, en réalité, ils nous écoutent, ils nous espionnent. Ils appliquent leur loi extraterritoriale, sanctionnent nos entreprises pour des embargos qui ne nous regardent pas. Alors maintenant, ça suffit. Donc, effectivement... Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, ce qu'on fait, on prend des mesures de représailles. Et vous savez, c'est très simple. Vous prenez Lehman Brothers et vous leur demandez 350 milliards. C'est le coût que nous a coûté le fiasco de la Grèce. Vous les mettez à l'arbitrage international. Et je peux vous dire qu'ils chanteront. Ensuite, vous avez un autre problème. Et ça, il faut le remettre en perspective. C'est qu'en réalité, les Américains se sont pris un fiasco en Afghanistan et ils veulent retrouver de la crédibilité en fabriquant l'ennemi. Et l'ennemi, c'est la Chine. Alors, attention, je ne dis pas que la Chine est, je dirais, le poussin du jour. Je ne dis pas que la Chine, c'est un grand pays démocratique. Mais il faut trouver un ennemi pour rassembler les vaisseaux. Et donc, le problème, il est là. Il y a un bouquin de mon ami Pierre Conessa qui le dit, c'est à chaque fois la fabrication de l'ennemi. On a eu ça au Vietnam, où ils nous ont fait des coups fourrés. Bien sûr, il y a eu les Soviétiques, et je ne dis pas non plus que Staline était un copain, loin de là. Mais il y a véritablement dans la volonté des États-Unis de tenir leurs vassaux. Eh bien, la France ne doit pas être vassale. Et oui, mais alors elle fait quoi ? Là, aujourd'hui, vous seriez président de la République, vous feriez quoi ? On prend des sanctions de rétorsion sur les Américains. Et il y en a. Je vous viens de vous citer, vous mettez Lehman Brothers à l'arbitrage international, etc., et vous lui demandez 350 milliards, je peux vous dire que les États-Unis, ça va être rigolo. Donc, nous avons la possibilité d'utiliser des armes, et pas simplement de la rhétorique. Ce que je crains, c'est qu'avec le coup de téléphone entre Emmanuel Macron et Joe Biden, ils font patin coup fin et on se fait rouler dans la farine. Donc aujourd'hui, on n'est plus là en train de jouer les bisounours. On prend des mesures de rétorsion. Et il y a effectivement la question de l'OTAN. Moi, j'étais contre. Oui. Parce que le syllogisme sur l'OTAN, il était très simple, de Sarkozy. Moi, je suis pour une défense européenne. Nos petits camarades sont pour, je dirais, l'OTAN, article 47.8 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Ensuite, je rallie l'OTAN pour rallier mes petits camarades à la défense européenne. C'est un fiasco, parce que nos petits camarades, que ce soit les Polonais, que ce soit les Allemands, ils sont toujours avec les Américains et ils vont gober ça. Eh bien, il y a un moment, nous, on prend notre liberté. Et ça ne veut pas dire qu'on ne puisse pas coopérer, parce que nos chers militaires, ils sont tellement contents d'être notamment à Norfolk pour jouer, je dirais,
soi-disant, la transformation, c'est du bide. Parce que l'OTAN est une machine américaine, un logiciel américain, et nous ne comptons pas. Donc c'est une illusion totale que d'être dans l'OTAN. Il y a d'autres moyens pour travailler justement avec l'OTAN tout en gardant notre indépendance et la maîtrise de notre destin. Donc c'est un fiasco total qui dure depuis des années. Je me suis heurté à Sarkozy sur ce point précis, parce que c'est une ânerie monumentale que d'avoir rallié l'OTAN. Et on pense qu'on va pouvoir peser. On ne pèse pas. Demandez à des anciens ministres des Affaires étrangères comment ça passe les sommets de l'OTAN. Les Américains parlent. Garde à vous, terminé, au revoir. Oui. On ne pèse pas parce qu'on ne paye pas. Mais non, c'est pas non, vrai. mais non. Ça nous coûte la peau des fesses, Judith. Arrêtez. Ça nous coûte la peau des fesses. Ça nous coûte aujourd'hui davantage. Et nous avons manque d'officiers qui doivent traiter ça. Arrêtez, c'est une fausse idée. Concrètement, qu'est-ce qui peut sortir de ce Conseil de défense Rien. Mais rien. Bon, là, moi, je pense pas grand-chose. En réalité, pas grand-chose. Pas grand-chose. Il va y avoir encore, j'allais dire, des déclarations, des déclamations, j'allais dire, oui, ça va pas dépasser les. Il y aura pas d'acte. En fait, il y aura pas d'acte. Oui, je crois qu'en réalité, si un acte fort serait de se retirer du commandement intégré de l'OTAN, Bien sûr. je pense que là, pour le coup, ça taperait fort. Mais je ne suis pas persuadé que les politiques et les gouvernants actuels soient capables de ce courage-là. Mais peut-être peuvent-ils nous surprendre. Soumission. Bah, on verra. Mais moi, je l'aurais. Voilà. C'est ce que je proposais, et je pense que c'est la seule. Et à un moment donné, il faut marquer son territoire. On a pris une gifle et on tend l'autre joue. Je vous rappelle, Fabius, c'était très amusant, Fabius, ministre des Affaires étrangères, quand notre président de la République, qu'on n'aime pas, c'est quand même le président de la République, François Hollande, se fait écouter par la NSA, aidé par les services de renseignement allemands. Il a convoqué l'ambassadrice des États-Unis pour discuter avec elle. Bon, ils ont pris le thé. Voilà. Ouais. Et puis on discute. Et après, Emmanuel Macron a vendu Alstom. Ouais. Voilà. Je vais vous raconter une petite pour vendre Alstom. Alors, allez-y. Donc évidemment qu'il Valérie, rigole. je vais Allez-y, vous raconter Jacques une petite- Quand on a su que les Américains nous écoutaient, donc l'ambassadeur des États-Unis est convoqué au ministère des Affaires étrangères. L'ambassadrice, c'était une femme, Jacques Miard, attention. Non, c'était un homme. Je suis C'est désolé, sûr. ça s'est passé il y a déjà un certain temps. Il est devant le directeur de cabinet et il s'assied et il dit au directeur de cabinet, je vous écoute. Et l'autre lui répond, c'est exactement le problème. Oui, c'est jolie anecdote. Pardon aux Harkis, 60 ans donc après la fin de la guerre d'Algérie. Emmanuel Macron hier a demandé pardon. Il a reçu un certain nombre d'entre eux, de familles de Harkis. Il a demandé pardon au nom de la France et a annoncé un projet de loi de reconnaissance et de réparation à l'égard de ces Algériens qui ont combattu aux côtés de l'armée française. Coup de com', on dit certains. Judith Moi, je trouve que c'était nécessaire. C'était nécessaire. D'autant plus, ça poursuit une démarche que je crois Valéry Giscard d'Estaing était le premier à entreprendre sérieusement en reconnaissant le statut d'ancien combattant aux Harkis qui s'étaient battus auprès de l'armée française. Et ensuite, ça a continué par Jacques Chirac, journée d'hommage, par Nicolas Sarkozy qui parlait de tâches sur le drapeau français en parlant de l'abandon par la France des Harkis d'une part, puis du traitement infligé aux Harkis qui sont venus en France et qu'on a enfermés dans les camps. En 2018, il y a eu un jugement du Conseil d'État qui a reconnu à un enfant de Harkis né en 1963 au camp de Rivesaltes des dommages et intérêts. Et ça voulait dire que la réparation, bien qu'il y ait eu un plan Hollande, par exemple, de réparation financière, n'était pas à la hauteur. Cela dit, moi je ne comprends pas, et dans ce sens je rejoins Jacques Miard, comment on peut estimer que la colonisation est un crime contre l'humanité et considérer que les Harkis doivent être honorés pour y avoir participé. Il faut savoir, il faut choisir. Général Soublet.
C'est Macron oxymore, qu'est-ce que vous voulez vous dire? Oui, c'est en même temps. Ben, c'est plus qu'en même temps. Bertrand Soubelet. Oui, je pense que effectivement, le problème des harkis est une vieille histoire qu'on n'a pas su traiter correctement. Quand on verse son sang pour la France, il n'y a pas de réflexion à avoir. Il faut reconnaître immédiatement la responsabilité de l'État et faire en sorte que ces gens qui ont servi notre pays soient bien considérés et bien traités. C'est exactement ce que nous n'avons pas fait quand ils sont rentrés d'Algérie dans des conditions que vous connaissez. Il y a très très longtemps. Et on a laissé massacrer des jeune officier de gendarmerie. J'étais dans une compagnie de gendarmerie qui s'appelait Villeneuve-sur-Lot. Et il y avait un camp qui s'appelait Bias. Et le camp de Bias, c'est le camp dans lequel il y avait eu beaucoup de harkis. Et j'avais les jeunes de la génération qui criaient leur révolte pour la manière dont leurs parents avaient été traités. Et moi, j'ai vu les conditions dans lesquelles ils étaient et je me suis dit, franchement, on a raté quelque chose. Donc, je trouve que c'est très bien que nous mettions les choses au clair. Je pense que franchement, c'est pas forcément le bon moment et que le président de la République aurait pu faire ça il y a bien longtemps, notamment au moment où il y a eu cette espèce de déclaration funeste en Algérie qu'on vient de rappeler. Et donc, oui, il faut le faire, mais je pense que c'est pas le bon tempo. Mais c'est pas le seul sujet sur lequel ce gouvernement. Et puis on aimerait bien que l'Algérie reconnaisse sa responsabilité dans le massacre des harkis. C'est fini. Merci à tous les quatre. Très bonne journée sur Sud Radio. Dans un instant, André Berkoff. À demain.